tu donnes le là. Ouais. Bonjour à tous. Merci, merci de participer ou de vous être connectés à ce point presse. Merci infiniment à l'hôpital Mondor de nous recevoir aujourd'hui, qui est vraiment pionnier sur ces sujets. Voilà, on a pu voir ce matin les avancées de l'hôpital sur la connexion à Mon Espace Santé. On a pu voir des ambassadeurs numériques en action qui accompagnaient les patients qui passaient à Mon Espace Santé. Et cet après-midi, on aura des tables rondes autour de l'inclusion numérique, autour de Mon Espace Santé, pour justement rapprocher les deux mondes, ce qui est vraiment l'objectif de cette journée et du lancement du Tour de France autour de l'inclusion numérique et de Mon Espace Santé. Donc, sur Mon Espace Santé, de façon générale, le sujet avance à marche forcée. Vous l'avez certainement vu, on a différentes fonctionnalités qui ont vu le jour depuis le lancement en début d'année. On a une application mobile qui est sortie, on a une gestion fine des accès, on a eu un bandeau sur la page d'accueil de Mon Espace Santé avec des messages et des campagnes de prévention. Donc, Annika de l'assurance maladie reviendra sur ces sujets. Donc, sur la partie visible de l'iceberg, disons, ça avance à marche forcée. Sur la partie émergée de l'iceberg, vous le savez, donc la connexion de tous les logiciels, de tous les professionnels d'établissements de santé et médico-social de France avec le programme du Ségur numérique et ses 2 milliards d'euros d'investissement, ça avance aussi à marche forcée. Les éditeurs de logiciels, on le voyait au salon Santexpo la semaine dernière, sont voilà, à fond pour tenir des deadlines et pour être référencés à l'Agence du numérique en santé. Annika en parlera aussi, on a une forte mobilisation des établissements de santé sur le programme SUNES de financement à l'usage. Même chose côté médico-social. Il y a un accompagnement des professionnels de santé libéraux qui est également en cours. Donc voilà, tout ça est en train de se déployer, tant sur la partie visible que sur la partie immergée de l'iceberg, hein, qui est autant, voire plus importante. Mais ce dont on est convaincu, avec l'assurance maladie et la délégation ministérielle numérique en santé, mais aussi avec tous les acteurs qui sont ici et que je remercie également, on est convaincu qu'on a beau avoir le produit le plus beau possible, le plus ergonomique possible, on a beau avoir les logiciels les plus interopérables du monde avec Mon Espace Santé pour qu'il alimente automatiquement en un clic, comme ça a été montré ce matin, même pas en un clic, en 0 clic, automatiquement, sans perdre de temps médical. Si on n'accompagne pas les citoyens, notamment les plus éloignés, sur les sujets numériques, Mon Espace Santé ne sera pas une réalité pour tous les Français et il y aura une partie importante des citoyens qui seront exclus de Mon Espace Santé, ce qu'on ne souhaite absolument pas. Donc ce sujet, c'est un sujet là, des fractures numériques qu'on a pris proactivement dès le lancement de la feuille de route, puisque vous voyez dans la maison, aux côtés du pilier de l'interopérabilité, qui est extrêmement important, et aux côtés du pilier de la sécurité, on a ajouté un pilier dans les fondations de la maison, ça veut dire que c'est la base de tout, sur l'éthique du numérique en santé. L'éthique du numérique en santé, c'est très large, et ça inclut les fractures numériques, donc dès le début. Donc dès le début, depuis le lancement de la feuille de route, ce sujet est inclus, et là, on l'a porté, comme vous le savez, au niveau européen, puisque on a réussi à faire adopter, dans le cadre de la présidence française à l'Union européenne, les principes éthiques du numérique en santé, qui ont 4 dimensions, dont une dimension qui est dédiée aux fractures numériques et à l'inclusion numérique, pour que dans le cadre national, mais aussi dans le cadre européen demain, avec l'espace européen des données de santé et son projet de règlement qui vient d'être dévoilé par la Commission européenne, on ait ce sujet des fractures numériques inclus by design, dès le début, en amont. Donc c'est vraiment une de nos priorités en France qu'on a réussi à porter au niveau européen avec la Commission et avec tous les collègues européens. Donc on part dans des dimensions très macro, on parle de la Commission européenne, mais c'est aussi également concret et très proche du terrain. Les chiffres sont assez affolants, hein, on le voit là sur la slide, on a 13 millions de Français qui souffrent de fractures numériques, et qui souvent, cette fracture se superpose à d'autres fractures, on le voit, des fractures sociales, des fractures économiques, des fractures géographiques, des fractures hommes-femmes aussi, hein, on le sait, souvent les femmes qui sont plus touchées par les fractures numériques que les hommes, des fractures d'accès aux soins, avec des déserts numériques qui se superposent aux déserts médicaux. Donc c'est indispensable pour tous les services publics, mais presque encore plus, j'ai envie de dire, pour les services publics en santé, peut-être presque encore plus que pour payer ses impôts, qu'on puisse, dès le début, introduire ce sujet d'accompagnement numérique. Donc pour répondre à ce défi, nous, on est convaincus qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs ingrédients pour faire en sorte de faire face à ce défi et d'y faire face de façon efficace. Le premier, c'est de dire qu'il faut
pas être en réactif, il faut faire en sorte de prendre ce sujet par défaut, dès le début, dès la mise en œuvre de mon espace santé. C'est pourquoi on y travaille depuis l'année 2021, ce sujet d'inclusion numérique. On n'a pas attendu le lancement de mon espace santé et on n'a pas attendu non plus 2 ans après le lancement de mon espace santé de se rendre compte que des personnes n'arrivaient pas à s'y connecter, n'arrivaient pas à remplir leur profil médical, etc. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on a envie que ce sujet de l'inclusion numérique ne soit pas à la marge, ce ne soit pas la 5e roue du carrosse, ce soit un sujet majeur et massif. Ça se traduit par de l'argent qui est investi réellement, là où souvent c'est un secteur qui est un peu laissé de côté. Et ça se traduit aussi par des volumes importants, vous le verrez tout à l'heure dans l'avancement, en termes d'accompagnants qui sont formés à mon espace santé, en termes d'actions qui sont réalisées. On ne veut pas que ce soit une goutte d'eau, que ce soit superficiel, on veut que ce soit massif. Et notre troisième conviction, c'est que ça doit être coordonné. Ça, c'est notre conviction que vous savez sur l'ensemble de la feuille de route. On est convaincu que le succès sera collectif ou ne sera pas, et que c'est qu'en cassant les silos entre les différents mondes qu'on arrivera à faire quelque chose d'efficace. On le fait dans notre sujet qui est lié, mais qui n'a rien à voir avec l'inclusion numérique, qui est le sujet du développement économique, par exemple. Vous savez qu'on essaie de casser les silos entre le monde du développement économique et le monde de la santé, tant au niveau interministériel, où nous, on travaille main dans la main maintenant avec des acteurs comme Bercy et comme la Direction générale des entreprises, qu'au niveau du terrain, avec le projet des incubateurs qu'on essaie de mettre au niveau de chaque structure de soins et structure médico-sociale pour faire en sorte que des start-upers rencontrent des professionnels de santé, vice-versa. C'est la même chose sur les sujets d'inclusion numérique, tant au niveau interministériel, avec la NCT notamment, et Pierre-Louis, que j'en profite pour remercier, qu'au niveau du terrain, via ces actions où on a des médiateurs numériques qui sont dans une structure de soins, on a envie de casser le silo entre ces deux mondes pour que tant les acteurs du monde de la santé que les acteurs de la médiation numérique puissent intégrer les problématiques les uns des autres et faire qu'au final, ça ressemble à quelque chose pour les citoyens sur le terrain, pour les patients, et qu'ils soient bel et bien accompagnés à mon espace santé. Donc nos objectifs, créer un dialogue entre les acteurs de santé et l'écosystème de l'inclusion numérique. C'est l'objectif de cette première date du Tour de France de l'inclusion numérique et de mon espace santé, et puis de toutes les autres. Et aussi, derrière, créer une boucle vertueuse d'amélioration du produit, puisque ce qui remonte souvent des médiateurs numériques, c'est de dire, bah oui, mais en réalité, les gens ont des difficultés pour ça, et donc il faudrait changer le produit comme ci, comme ça. Et le but, c'est d'avoir un thermomètre en permanence sur le terrain pour pouvoir faire remonter ces constats et les intégrer dans notre roadmap produit ensuite. Donc voilà, je remercie à nouveau à la fois notre hôte et puis tous les acteurs qui jouent le jeu avec nous de mon espace santé, voilà, que ce soit la NCT, France Asso Santé, évidemment depuis le début, le groupe SOS, la Croix-Rouge, la MEDNUM et tous les autres qui contribuent à ce chantier à la fois prioritaire et extrêmement enthousiasmant. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc je vais vous faire un petit point de situation sur mon espace santé. Et là, on va passer à la diapo suivante. Donc, normalement, mon espace santé, c'est 4 fonctionnalités majeures. Le dossier médical. Alors, dans le dossier médical, il y a 2 volets. Il y a les documents qui sont déposés par les professionnels de santé. Et puis, il y a aussi ce qu'on a rajouté, qui est le profil et qui s'appuie sur le DMP. Et puis, ce qu'on a appelé le profil médical, qui est le profil médical patient, et dans lequel le patient va pouvoir raconter son histoire avec ses mots, ses allergies. Il va pouvoir saisir ses mesures, ses directives anticipées. Le deuxième outil, c'est un outil de messagerie de santé qui a une particularité, c'est qu'elle est sécurisée. Elle communique avec la messagerie sécurisée de santé des professionnels de santé. Et chaque patient, dans son espace santé, a une messagerie sécurisée. Ce que l'on veut, c'est essayer de ne plus faire ces échanges qui existent déjà aujourd'hui sur des messageries comme Gmail. Demain, d'ici le 2e semestre, on aura l'agenda médical qui va permettre à la fois de regrouper des rendez-vous du patient, mais aussi progressivement d'y mettre des alertes, des rappels de vaccination, des alertes de dépistage. Et puis la dernière brique qui est la plus novatrice, qui est le catalogue d'applications et de services, et où là, on ouvre très largement à l'ensemble de l'écosystème public, privé, qui ont des applications ou des services en santé pour pouvoir être référencés par la puissance publique selon un certain nombre de critères qui sont à la fois sur la sécurité des données, sur l'informatique et liberté, sur l'interopérabilité et l'éthique, et qui vont pouvoir communiquer et échanger les données avec Mon Espace Santé du patient, toujours à la main du patient, évidemment, c'est lui qui décide. Aujourd'hui, alors juste, c'est déjà depuis le pilote, c'est-à-dire l'été dernier, on a le dossier médical et la messagerie de santé qui sont opérationnels.
Un point important, c'est le fait de donner la main aux patients concernant les accès des professionnels de santé à ces données. Donc aujourd'hui, ils peuvent gérer finement qui accède à leurs données de santé. Ils peuvent bloquer un professionnel de santé, ils peuvent masquer tout ou partie de leurs documents de santé. Et à chaque fois qu'il y a un accès à leur Mon Espace Santé, ils ont une notification qui leur est transmise. On a là, au moment où la personne crée son profil Mon Espace Santé, il doit choisir à qui il rend visible ou pas visible, s'il veut tout masquer ou pas masquer. Et ensuite, il peut aussi masquer chaque document de manière assez fine. Et ça, c'est un parti pris très important puisqu'on veut donner la main aux patients sur ces données de santé. Suivante. Alors oui, l'application, elle l'a dit tout à l'heure, Laura, l'application est disponible depuis une semaine, donc sur les deux stores, qui est quasi similaire à ce qu'il y a dans la version web, qui, elle, était déjà dessinée aussi pour pouvoir fonctionner sur un smartphone. On a encore un tout petit peu d'éléments à rajouter pour qu'elle soit complètement identique. Et globalement, on a des retours sur l'ensemble, hein, que ce soit sur le web ou sur l'appli, d'un design assez épuré et une application qui est assez simple d'utilisation. Alors, ce que l'on voit aussi, c'est l'autre pilier. On marche sur deux jambes. Il y a le produit pour lequel on a fait un gros effort pour que ce soit vraiment un produit où les patients peuvent prendre en main leur santé. Et puis de l'autre côté, c'est clairement, on a besoin de s'appuyer sur l'ensemble des professionnels de santé pour qu'il y ait des données dans Mon Espace Santé. Et on voit que depuis quelques mois, on a une très très forte augmentation du nombre de documents, notamment les établissements de santé, parce que clairement, quand ils basculent, on a beaucoup de volumétrie. Et on a des actions, Laura en parlait, d'une part côté ville, où là c'est peut-être un petit peu plus compliqué. L'assurance maladie actuellement est en train de visiter chaque médecin généraliste pour lui expliquer ce que c'est que le Ségur. On a signé ça dans le cadre d'une convention avec les médecins, et pour qu'ils basculent dans un logiciel référencé Ségur, et puis ensuite qu'ils alimentent avec le volet de synthèse médicale sur lequel ils ont un financement supplémentaire, mais aussi avec les documents qu'ils jugent utiles dans Mon Espace Santé. Plus tard, dans le cadre de la convention avec les pharmaciens que l'on vient de signer, on aura la même dynamique. Donc, on a toute une politique d'accompagnement qui, là, pour le coup, est un par un, des professionnels de santé de ville pour qu'ils alimentent les Mon Espace Santé. Et puis, concernant les établissements de santé, effectivement, on voit, hein, c'est la courbe bleue d'alimentation du DMP, avec le programme SUNES, l'alimentation automatique du DMP par les établissements de santé est une vraie valeur, non seulement pour le patient, mais aussi dans la coordination ville-hôpital, puisque ça permettra aux professionnels de ville de voir les documents qui ont été alimentés par les établissements. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, le programme Société numérique de l'Agence nationale de la cohésion des territoires a été chargé par le gouvernement de mettre en œuvre sa stratégie pour l'inclusion numérique, qui a été très fortement accélérée par le plan de relance, avec plus de 250 millions d'euros supplémentaires qui ont été mobilisés à cette fin. Et la mesure principale, c'est le recrutement de 4000 conseillers numériques France Service qui sont en train d'être déployés sur tout le territoire. Il y en a aujourd'hui plus de 3500 qui sont déjà là. On va les trouver principalement au sein des collectivités territoriales, dans les mairies, dans les centres sociaux, dans les médiathèques, mais aussi dans beaucoup d'associations et d'acteurs coopératifs. Je pense notamment à la Croix-Rouge et au groupe SOS, en particulier dans leurs centres médico-sociaux. Et comme le rappelait Laura, aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui sont en difficulté face au numérique. On ne pense pas qu'on a une fracture numérique unique, mais on a une multitude de vulnérabilités face au numérique dans toute catégorie socio-professionnelle. Et chez nos concitoyens les plus fragiles, les inégalités peuvent être renforcées par le numérique. Et c'est à travers cette démarche globale
qui s'adresse à tous les publics sur tous les usages numériques, de la dématérialisation jusqu'à l'apprentissage d'usage du quotidien, qu'on essaye d'intervenir pour mettre en œuvre cette stratégie. Et là-dessus, je tiens vraiment à remercier Laura et ses équipes pour, dès la conception du projet, c'est de poser la question, et c'est beaucoup trop rare qu'une administration se pose la question en amont, et il faut le souligner, de se poser la question, mais quels vont être les publics qui vont être exclus de ce nouvel outil numérique que je lance, quels sont les publics sur lesquels il faudra en priorité penser à un accompagnement, et surtout comment je fais un effet levier sur ce nouvel outil technique qui est déployé pour venir avec une approche d'inclusion numérique sur les sujets du numérique en santé beaucoup plus large. Et c'est un partenariat précieux, alors qu'on était en train de mettre en place ce dispositif des conseils numériques, qu'on a pu travailler conjointement et mutualiser des moyens pour accompagner les citoyens qui en auront besoin. Alors pour l'instant, c'est un peu plus d'1 million d'euros qui sont mobilisés pour recruter des super coordinateurs de conseillers numériques, on peut appeler ça comme ça. Il y en a 18 recrutés dans les ARS pour venir former, pour venir sensibiliser, pour venir diffuser la formation à mon espace santé en particulier, et faire effet levier sur les 4000 conseillers qui sont déployés. On travaille également à financer un parcours de formation dédié via le GIP PIX, qui est le service public de l'évaluation des compétences numériques, qui est utilisé aussi par l'enseignement sup, par le secondaire, par Pôle emploi, pour des contenus relatifs à mon espace santé, mais aussi beaucoup plus largement sur la question du numérique en santé. Tout comme on avait pu expérimenter des parcours du numérique en santé, notamment dans la Drôme, autour du pass numérique, pour vraiment travailler cette question-là. L'inclusion numérique, on est toujours à mi-chemin, au croisement du travail social, de la technologie et de l'éducation populaire. Et c'est vraiment cet effet levier d'éducation populaire qu'on va essayer de travailler dans le futur sur les enjeux du numérique en santé. Lorsqu'on a lancé la stratégie, on avait demandé à France Stratégie de modéliser quels seraient les bénéfices liés de la montée en compétences numériques de la population. Et si on part sur une hypothèse de simplement 5 millions sur les 13 millions qui étaient évoqués, qui arrivaient à monter en compétences, c'est plus de 100 millions d'euros d'économies qui seraient dégagés pour les citoyens et pour l'assurance maladie, en coût évité simplement sur la question du médecin généraliste. Et les retombées en termes d'éducation populaire sur la lutte contre les fake news, sur l'information personnelle, sur comment est-ce que je vais mieux conseiller ma famille, sont énormes si les citoyens maîtrisent mieux les outils numériques et leur capacité d'informer. Donc c'est un partenariat très précieux pour nous et qui est appelé, je l'espère, à s'amplifier encore sur tous les sujets plus larges du numérique en santé. Merci beaucoup Pierre-Louis. Donc l'idée là aujourd'hui, c'est de vous dire un peu par rapport aux enjeux dont on a pleinement conscience de l'accès égal des citoyens à la valeur, à ce que peut apporter le numérique en santé. Qu'est-ce que nous on met en œuvre humblement, mais avec beaucoup de détermination sur le terrain pour que chaque personne qui en a besoin et qui se met dans une démarche d'apprendre à utiliser ces outils puisse trouver facilement un accompagnement sur le terrain. Donc, comme le disait Pierre-Louis, on a déjà fait un accord au niveau national pour déployer des profils qui sont des coordinateurs régionaux et qui vont être en charge, à l'échelle de chaque territoire, de d'abord accompagner, former, sensibiliser au sujet de mon espace santé, mais surtout de créer des réseaux d'acteurs, d'un côté d'acteurs de la santé et d'un autre côté des acteurs natifs du métier de l'inclusion ou de la médiation numérique pour mettre en place des actions extrêmement concrètes comme celles qu'on a pu avoir ce matin, c'est-à-dire une association locale qui, dans le hall d'accueil d'un établissement hospitalier, vient expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que mon espace santé. Ces 18 coordinateurs régionaux, ils sont donc en cours de recrutement et ce sont des profils qui ont des compétences numériques, qui connaissent le métier de la médiation numérique et que nous, on va intégrer dans le monde de la santé. Ils sont recrutés auprès des ARS, auprès des grades, pour pouvoir faire le pont entre ces deux mondes, le monde de la médiation d'un côté et le monde de la santé de l'autre. Ces coordonnateurs, ils vont pouvoir s'appuyer sur le territoire, d'abord sur des partenariats forts mis en place avec les caisses primaires d'assurance maladie. Les caisses primaires d'assurance maladie, elles ont vraiment cette expérience d'accompagner les gens, notamment historiquement autour de Amélie.fr pour la gestion des remboursements. Elles ont déjà un début de réseau autour de l'inclusion. Et là, on va élargir un peu le scope de ces partenariats-là pour vraiment ne plus uniquement voir l'aspect administratif, on va dire, de la prise en charge de ces frais de soins, mais bien
tous les enjeux autour de la gestion de ces données les plus sensibles que sont les données de santé. Et on va leur présenter, en fait, à travers ces acteurs des réseaux conjoints de l'ARS, des grades et de l'assurance maladie, ce que peut apporter mon espace santé à chacun des citoyens qui choisit de le prendre en main. Ces réseaux-là, au-delà des acteurs publics, c'est vraiment un enjeu de solidarité qui va dépasser le simple scope, entre guillemets, de l'action publique, je veux dire assurance maladie et État. Et c'est tout un réseau en fait associatif. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure avec des acteurs en fait de la société civile qui s'inscrivent dans des démarches déjà d'inclusion, qui font déjà ces actions-là sur le terrain. Et nous, on vient juste rapporter une petite pièce dans la machine de ce que le numérique peut apporter à la santé. Et on aura des exemples très concrets, mais par exemple avec France Asso Santé, c'est des acteurs naturels qui peuvent aller au contact des patients et des usagers du système de soins pour expliquer ce qu'est le numérique et ce qu'est mon espace santé. Ça va être aussi avec des acteurs qui, au niveau local, je pense notamment aux collectivités, font déjà en fait de l'accompagnement dans les mairies et qui vont pouvoir demain en dire un tout petit peu plus sur les questions de santé et orienter vers mon espace santé. Et enfin, le troisième pilier, c'est les acteurs naturels du milieu de l'inclusion numérique, qui sont d'abord les acteurs nationaux dont on a parlé avec Pierre-Louis, le réseau France Service, les conseillers numériques France Service, le réseau Aidant Connect, qui eux aussi vont être formés à mon espace santé et aux enjeux du numérique en santé. Quand je dis ils sont en train de l'être, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a lancé et qui va se poursuivre. Et enfin, des réseaux qu'on connaît aussi naturellement dans le milieu de l'inclusion numérique. On pourra en toucher un mot tout à l'heure autour de la Mednum et de ce qu'on fait avec le groupe SOS. Donc c'est vraiment cette vision de se dire, il y a un enjeu énorme autour de comment s'assurer que les personnes qui ont des difficultés avec le numérique ou qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas facilement s'approprier le service, comment est-ce qu'on s'assure que autour d'eux, il puisse y avoir des réseaux d'acteurs qui sont investis dans la question de la sensibilisation et de l'accompagnement pour faire en sorte que toutes les personnes qui en ont besoin puissent trouver localement les ressources nécessaires pour pouvoir utiliser mon espace santé et en fait, tout simplement bénéficier des bénéfices du service. Où est-ce qu'on en est de cette stratégie donc, où face à un enjeu énorme, on essaye de mettre en place des actions très concrètes? En fait, on a lancé tout ça, comme le disait Pierre-Louis, dès le lancement de mon espace santé, donc dès le mois de janvier. Et là, si on fait un petit point d'étape à 5 mois, on a recruté la moitié des coordinateurs régionaux sur les territoires qui sont les plus engagés dans la démarche. On a commencé à mettre en place des partenariats sur le terrain avec les acteurs du monde de la santé. Là, on a cité les acteurs institutionnels, mais on parle aussi des établissements de santé qui, comme aujourd'hui, accueillent des formats d'accompagnement et de sensibilisation. On a tissé des partenariats à l'échelle nationale avec des acteurs de l'écosystème, d'un côté des structures comme la Croix-Rouge par exemple, le groupe SOS aussi, mais bien sûr France Asso Santé, et avec les acteurs natifs du monde de l'inclusion numérique. On a d'ores et déjà formé plus de 4000 médiateurs numériques qui sont des professionnels de l'inclusion pour leur présenter mon espace santé et leur donner des formats d'animation pour lorsqu'ils rencontrent une personne qui en a besoin, que ce soit sous la forme d'un atelier individuel, d'un accompagnement individuel ou sous la forme d'un atelier collectif, qu'ils aient toutes les ressources pour expliquer ce qu'est mon espace santé et ce que ça peut leur apporter. Donc on est en pleine phase là de formation et de sensibilisation de l'ensemble des acteurs du monde de l'inclusion numérique. Et très concrètement, ça passe sur le terrain par déjà près de 100 actions qui ont pu être menées, soit des ateliers collectifs qui vont être organisés par exemple, je pense à la MGEN qui fait des formations à l'ensemble de ses adhérents, ou des associations de la médiation numérique qui vont faire des ateliers collectifs pour expliquer ce qu'est mon espace santé. Mais ça prend aussi, comme je le disais, la forme de sessions comme aujourd'hui, où sur le terrain, entre guillemets, dans les organisations de soins, les personnes vont se voir présenter mon espace santé et vont être sensibilisées au dispositif. Quelque part, au-delà même du fait d'accompagner la personne dans la prise en main de mon espace santé, c'est aussi l'occasion de sensibiliser les gens sur la valeur de leurs données de santé, les enjeux de confidentialité et de sécurité qui sont autour de ces données. Et donc, pour nous, c'est un peu, comme le disait Pierre-Louis, dans cette démarche d'éducation populaire, c'est aussi
un moment où en fait une personne qui va avoir des questions sur ce que le numérique a à voir avec sa santé va pouvoir facilement trouver des réponses qui vont lui être données par un être humain qu'il a en face de lui. Donc c'est quelque part au-delà de ces chiffres dont on a parlé avec Annika sur le nombre de documents qu'on envoie mensuellement, plus de 2 millions de documents, c'est aussi le fait de pouvoir trouver autour de soi des gens qui vont pouvoir nous filer un coup de main pour comprendre mon espace santé, pour prendre un rendez-vous pour un futur rendez-vous médical ou pour tout simplement pouvoir récupérer un document de santé après une hospitalisation. Voilà en quelques mots ce qu'on met en œuvre dans le cadre de la stratégie d'inclusion numérique, et on voulait juste donner justement dans cet esprit un peu plus humain des premiers retours que nous ont remontés ces réseaux donc de médiation numérique qui commencent à se structurer. Les gens ont énormément de questions aujourd'hui sur le terrain, et donc c'est très important de pouvoir apporter les réponses avec ces réseaux de médiateurs. C'est tout l'enjeu des formations qu'on est en train de déployer. Et comme le disait Laura, même malgré tout l'effort qu'on peut faire sur la simplicité d'utilisation, il y a toujours besoin pour une partie de nos concitoyens de cet accompagnement humain. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Gérard Raymond pour France Asso Santé. Merci pour cette invitation. Et, certains pourraient s'interroger que fait l'Union nationale des associations agréées du système de santé dans cette participation effectivement au développement de l'outil numérique. Tout simplement parce que nous sommes tout à fait légitimes pour apporter notre soutien à l'évolution de notre système de santé. C'est très clair pour nous. D'abord, depuis 4 ans, nous travaillons main dans la main avec le département du numérique en santé pour réussir cette stratégie du numérique en santé. Certainement sur le fond, mais aussi sur la méthode, ça a été remarquable de nous faire participer aux interrogations et à la construction de cette stratégie-là. Et il nous est apparu aujourd'hui extrêmement important qu'effectivement, alors que le défi devant nous est de convaincre, d'accompagner l'ensemble de nos concitoyens à l'utilisation de ces nouveaux outils, d'être aussi partie prenante pour gagner ce défi du numérique en santé. Pour nous, l'essentiel n'est pas simplement de rajouter de la technologie à la technologie. On l'a vu ce matin, les difficultés que pouvaient rencontrer et les professionnels de santé et les attentes et les besoins des patients. Bien, ces outils-là sont pour rapprocher, effectivement, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit aussi les institutions, des usagers de la santé. L'éthique dans ces nouveaux outils est essentielle. Il faut qu'effectivement, nous rapprochions et nous créons des liens entre les uns et les autres. Donc ce défi est important, c'est aujourd'hui d'aller vers comment accompagner l'ensemble de nos concitoyens à pouvoir utiliser ces outils-là. On l'a vu, y compris d'ailleurs de former les professionnels de santé qui encore, tous les jours, quotidiennement, ont des obstacles ou des craintes ou des peurs à se lancer. Pour les citoyens, c'est la même chose. Donc comment nous développons effectivement cette dynamique pour aller vers et accompagner, non pas simplement par des coups médiatiques comme on peut faire aujourd'hui, un jour, mais surtout en s'inscrivant dans le temps. Et nous considérons que les associations d'usagers de la santé, particulièrement d'ailleurs les associations de patients, ont toute légitimité à mobiliser leur communauté de patients pour pouvoir les former, les accompagner à l'utilisation de l'outil numérique. En parallèle avec que peut faire l'assurance maladie et bien d'autres acteurs, dont nous nous inscrivons dans cette logique d'être des accompagnants à ce que l'on réussisse cette reconversion, ou de toute façon cette refondation du système de santé en s'appuyant sur l'outil numérique, non pas pour en faire une nouvelle technologie, mais pour en faire un système beaucoup plus humaniste, beaucoup plus près des attentes et des besoins de l'ensemble de nos concitoyens. L'Union nationale des associations agréées du système de santé, France Asso Santé, donc a mobilisé, et est en train de mobiliser aussi, l'ensemble de ces délégations territoriales, ces représentants des usagers de la santé, pour qu'ils soient eux aussi des relais pour pouvoir accompagner et aider l'ensemble de la population à mieux se servir de cet outil numérique. On voit le défi que c'est, mais je pense qu'effectivement, nous devons nous
nous devons le jouer ensemble, non pas l'un contre l'autre, mais bien avec les professionnels de santé, avec les institutions. Nous devons être coopératifs et travailler main dans la main, comme nous l'avons fait ces dernières 4 années, pour pouvoir réussir cette transformation-là. Voilà pourquoi France Asso Santé s'est engagé dans un partenariat avec l'ensemble des acteurs à réussir cette révolution numérique. Merci beaucoup Gérard. Valentine, je te laisse prendre le micro devant toi, merci. Oui, bonjour à tous. Du coup, je représente aujourd'hui le groupe SOS, qui est un acteur associatif qui lutte contre les exclusions sociales par le biais de 650 associations, entreprises sociales et établissements sociaux et médico-sociaux. Et depuis quelques mois, le groupe SOS s'est engagé, a lancé un programme qui s'appelle Boost numérique avec le soutien de l'ANCT pour pouvoir accompagner les personnes accueillies au sein de tous ces établissements sur les sujets d'inclusion numérique. Aujourd'hui, c'est donc 75 conseillers numériques France Service qui ont été recrutés au sein d'établissements sociaux, médico-sociaux sur tout le territoire et qui accueillent et accompagnent les personnes accueillies au sein de ces établissements pour faire en sorte que cette fracture numérique, pour limiter la fracture numérique et faire en sorte que le numérique puisse être une chance et une opportunité pour ces publics. On est très heureux du coup au groupe SOS de pouvoir aujourd'hui devenir partenaire de Mon Espace Santé et faire en sorte que ces conseillers numériques France Service puissent être des ambassadeurs de Mon Espace Santé sur le terrain et au plus près des besoins des personnes accueillies. Et pour nous, effectivement, c'est une vraie chance de voir que le déploiement de Mon Espace Santé intègre dès le départ la prise en compte des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité ou de difficultés sociales pour faire en sorte que ces personnes-là ne soient pas laissées de côté et puissent être accompagnées de manière peut-être avec plus de proximité sur Mon Espace Santé en particulier. L'enjeu aussi de ces ambassadeurs, des conseillers numériques, du fait qu'ils deviennent ambassadeurs Mon Espace Santé, c'est aussi de pouvoir accompagner sur la prise en main de l'outil, accompagner sur la levée des freins et des craintes qu'il peut y avoir par rapport à ce qu'on pouvait dire sur le numérique dans les sujets de santé et d'accès aux soins. Et ce sera aussi de pouvoir être présent auprès des professionnels de tous ces établissements, notamment médico-sociaux, sur le terrain. Merci Valentine. Et du coup, je laisse passer la parole à Colline. Merci. Avant de présenter la Mednum et le partenariat, je tiens à excuser le directeur général de la Mednum, Guilhem Pradalier, et le président Emmanuel Vandem, qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui parce qu'ils sont en déplacement ensemble. Donc je les représente au pied levé. La Mednum, c'est pas un réseau associatif, mais coopératif. C'est la coopérative nationale des acteurs de la médiation numérique. C'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée en 2017 à l'initiative de 40 sociétaires et l'État, qui à l'époque faisait face à un secteur assez fragmenté et qui avait besoin d'un interlocuteur unique pour pouvoir porter la voix de ces acteurs disséminés. Le choix de la coopérative a été fait pour pouvoir remplir 2 fonctions. De un, être une tête de réseau qui puisse rassembler et représenter les acteurs, mais également un rôle plus industriel pour faire passer à l'échelle des solutions très locales inventées par les acteurs sur les territoires. Donc elle rassemble plus de 110 sociétaires aujourd'hui, réunis en 8 collèges différents. Je ne vais pas tous les citer, mais donc il y a des acteurs très différents. Il y a des acteurs publics nationaux et locaux. Donc il y a l'État, il y a le GIP-PIC, ce qu'on a cité. Il y a des collectivités territoriales aussi, qui mènent des politiques publiques d'inclusion numérique sur les territoires. On a aussi des acteurs de l'inclusion numérique, donc les acteurs de terrain, associatifs, du secteur de l'éducation populaire, des Fab Labs, des tiers-lieux qui font de la médiation numérique parce qu'ils se voient former les personnes aux compétences numériques de base. On a aussi des acteurs dont ce n'est pas le cœur de métier, mais qui en font, comme par exemple Simplon, qui fait de la formation, mais qui du coup fait de la médiation numérique. Également des acteurs économiques, dont c'est encore moins le cœur de métier, mais qui sont du coup touchés par ces questions d'inclusion numérique, comme la MGEN, on en a parlé. Il y a aussi des personnes physiques, parce que les médiateurs numériques, historiquement, se sont beaucoup lancés en indépendants, puisque les associations qui les embauchaient n'avaient pas forcément les moyens de les prendre en salariés à temps plein. Et enfin, je crois que les salariés, voilà, ne pas les oublier, les salariés. Donc la Mednum a
beaucoup d'activités, notamment le portage de projets collectifs. Là, on travaille beaucoup avec avec le secteur public. En fait, on répond à de la commande publique, appel à projets, subventions, prestation de services, et on fait ce qu'on appelle de la production distribuée. C'est-à-dire qu'on répond, on fournit le cadre, la MEDNUM, pour avoir une certaine homogénéité, et ensuite on distribue la production parmi les acteurs, voilà. Qui sont en fait les experts des sujets. On fait aussi ce qu'on appelle l'industrialisation de solutions, c'est-à-dire qu'on va des solutions qui sont développées à l'échelle locale, comme par exemple l'indice de fragilité numérique, qui est un indice qui a été développé avec des collectivités, qu'on a développé à l'échelle nationale, qui est maintenant utilisable partout, comme un commande numérique. J'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. On propose aussi des solutions nationales mutualisées, donc en termes de coûts et de compétences, comme par exemple les plateformes téléphoniques. Pendant le confinement, la MEDNUM a opéré la plateforme Solidarité numérique, qui était une plateforme qui permettait aux personnes d'appeler pour recevoir une aide, un accompagnement aux problèmes numériques de base du quotidien, comme brancher une imprimante ou utiliser Skype. Et là, aujourd'hui, on travaille avec des collectivités, on l'expérimente dans des collectivités, pour voir si ce serait possible de le déployer nationalement. Et ce serait d'ailleurs un dispositif qui pourrait être tout à fait pertinent dans le cadre de mon espace santé, parce que ça permet d'accompagner les gens de manière urgente et ensuite peut-être d'estimer leur niveau de fragilité numérique pour après pouvoir les réorienter vers des lieux de médiation numérique dans les territoires. Voilà, pour les former, les accompagner vers leur autonomie numérique. J'en passe. Et enfin, un dernier dont je tiens à parler, donc la représentation des acteurs, c'est là l'objet de ma direction, études et plaidoyer. Donc on va porter la voix des acteurs, leurs propositions, tout en documentant leur action avec des études sur le secteur. Voilà. Dont une étude annuelle qui sera présentée pour la première fois à Numérique en commun en septembre prochain, qui s'appellera l'Observatoire de l'inclusion numérique. Alors, pourquoi le partenariat avec la direction du numérique en santé? Pour nous, c'était assez évident, parce que le numérique, c'est évidemment un formidable vecteur pour améliorer la santé des personnes, enfin, l'accès aux soins et les soins également, si le numérique reste accessible à toutes les personnes. Et aussi parce que la santé, c'est une excuse, un levier peut-être pour aller chercher les personnes éloignées du numérique vers le numérique, parce qu'en étant obligés d'utiliser les outils, ils vont peut-être venir se former et gagner des compétences qui leur serviront dans d'autres secteurs, dans d'autres cadres de leur vie quotidienne. Donc, bien sûr, on est à disposition de la DNS pour diffuser les informations, pour relayer, pour faire le lien avec les acteurs de notre écosystème et les médiateurs de terrain qui, de toute façon, accompagnent déjà les personnes dans l'utilisation des outils numériques, voilà, sur les territoires. Merci beaucoup, Colline. Donc, vous l'avez compris, le numérique se développe dans le sujet de la santé. Il est de plus en plus utilisé, de plus en plus utile. Il est prometteur, mais de fait, il laisse toutes les personnes qui peuvent avoir du mal avec le numérique de côté. Et notre vision à nous, au sein de la DNS, c'est de jamais faire en sorte que le numérique soit un frein à l'accès aux soins et qu'il jamais il ne remette en question l'universalité de l'accès aux soins. Donc, face à un enjeu d'une telle ampleur, on a appliqué les méthodes qu'on connaît, c'est-à-dire de l'ambition, de la détermination et un peu d'humilité, et d'y aller pas à pas, et surtout pas seul, parce que sur ces questions-là, on n'est pas expert, et par contre, il y a un ensemble d'acteurs qui, sur le territoire, maîtrisent et agissent aujourd'hui sur ces questions d'inclusion numérique. Donc, notre rôle à nous, c'était de mettre en relation les acteurs du monde de l'inclusion numérique avec les acteurs de la santé pour créer une stratégie collective commune autour de l'accompagnement de ceux qui en ont besoin, dans la prise en main de mon espace santé en tant qu'objet, en tant que service public, mais aussi dans la compréhension des enjeux spécifiques à la santé et au numérique, autour des, comme je le disais tout à l'heure, des questions de confidentialité, de sécurité. Cette ambition-là, on va la lancer là... On l'a lancé depuis le mois de janvier et on va aller à la rencontre des acteurs sur le terrain pour, partout sur le territoire, faire en sorte que les acteurs de la santé, les acteurs de la médiation se rencontrent, qu'on puisse, comme on l'a fait aujourd'hui, profiter de ces occasions-là pour accompagner les gens dans des établissements de santé et mettre en place ces actions. Gérard me disait tout à l'heure, c'est une démarche qui va être de longue haleine, bien évidemment, et c'est pour ça que les partenariats qu'on met en place sur le terrain vont être extrêmement importants pour pouvoir tisser ces relations
pérenne entre les acteurs de la médiation numérique et les acteurs de la santé. Donc aujourd'hui, à Henri Mondor, c'est la première étape de ce qu'on appelle, nous, le Tour de France Inclusion Numérique et Mon Espace Santé. Pour l'instant, on a déjà plus de 8 étapes qui sont organisées où on va aller à chaque fois sur le territoire à la rencontre des établissements qui commencent à utiliser Mon Espace Santé, à la rencontre aussi des professionnels de santé qui parfois doivent pouvoir orienter leurs patients vers des structures d'accompagnement qui vont aider leurs patients à utiliser Mon Espace Santé ou tout autre service numérique en santé. Et ça va être pour nous aussi l'occasion de recueillir des retours de ces acteurs-là, que ce soit les acteurs de santé d'un côté, mais aussi les usagers, puisque ça va nous permettre d'améliorer d'abord notre stratégie de déploiement, notre vision de ce qui va fonctionner pour faire en sorte que tout le monde puisse s'approprier Mon Espace Santé, mais aussi nous permettre d'améliorer Mon Espace Santé. Donc merci à tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour le lancement de cette saison et du coup peut-être qu'on se reverra à l'occasion des prochaines étapes. Merci. Il y a peut-être des questions en ligne, oui. Ou dans la salle, hein, bien sûr. Alors, il y a une question autour des chiffres d'ouverture à date de Mon Espace Santé et quelques indicateurs un peu macro autour de Mon Espace Santé. On fera un point d'étape plus général à la fin de l'été. Donc là, comme le disait Annika, on est en train d'ouvrir les comptes Mon Espace Santé. Ce qu'on peut observer, c'est un peu comme ça a été le cas pendant la phase pilote à la fin de l'année dernière. Il y a vraiment une partie des gens qui commencent à s'approprier le service, qui vont activer leur compte, qui surtout le complètent et l'alimentent. Ça veut dire qu'ils enregistrent eux-mêmes leurs propres documents de santé pour ne pas les perdre. Et là, on démarre petit à petit la phase des créations automatiques pour toutes les personnes qui ne se sont pas opposées. On pourra faire un point plus général à la rentrée autour de la consolidation de ces premiers indicateurs. C'était la seule question, Marianne ? Eh ben, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Ouais. Vous avez apporté quand même déjà beaucoup d'explications à la façon dont ça va se passer. Par contre, je m'interroge encore au sujet du patient lambda, de l'usager qui va traverser le couloir et qui n'est pas du tout connecté, entre guillemets, enfin qui n'est pas du tout un acteur numérique comme vous les appelez. Et comment aller vers lui? Parce qu'on peut aller vers les gens à travers les associations, à travers plein d'acteurs, mais comment aller au devant de ces personnes qui viennent consulter un jour à l'hôpital ou viennent consulter 2 fois par an et qui ne sont pas du tout à l'ère numérique. Je vois encore très mal comment vous allez pouvoir aborder et aller au devant de ces gens-là. Je sais pas. Je pense qu'on va nécessairement faire une réponse collective. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est que y a effectivement un enjeu et il y a un ensemble d'actions. C'est-à-dire il n'y a pas un truc qui va faire en sorte que pour tous les patients qui rentrent dans un hôpital en France demain, il y a quelqu'un qui, à l'entrée, va leur dire voilà comment ça fonctionne. Donc, on met en place tout le réseau des acteurs. On l'a dit ce matin avec Dr Lebras, il y a d'abord les professionnels de santé qui, eux, vont envoyer les informations, vont essayer aussi d'accompagner. On a tout un enjeu de notre action qui concerne la sensibilisation des professionnels de santé eux-mêmes, parce qu'on parle de fracture numérique, mais elle ne concerne pas que le côté patient. Donc, on a tout un enjeu pour que déjà, entre guillemets, la première ligne, les professionnels de santé, puissent eux-mêmes accompagner les patients. On met en place tout le réseau des acteurs de médiation pour faire en sorte que si on observe, on trouve quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement et qui se met dans une démarche de monter en autonomie autour de la gestion de ces dispositifs-là, qu'il puisse trouver facilement un repère. Et puis enfin, dans la conception du service lui-même, on essaye de faire en sorte qu'il soit le moins compliqué à utiliser, le plus facile à prendre en main pour une personne qui souhaiterait activer, utiliser Mon Espace Santé. Je ne sais pas s'il y a des compléments de réponse, peut-être. J'ai l'impression. Oui, peut-être pour compléter et simplifier justement. Pour nous, c'est important aussi de mobiliser le réseau de la médiation numérique au sens large, avec l'intégralité des conseils numériques France Service, pour qu'ils soient en mesure d'accompagner les citoyens
sur mon espace santé dans d'autres situations qu'une situation de parcours de soins ou qu'une situation à l'hôpital, etc. Parce que quand on tire la pelote un peu de l'inclusion numérique, souvent on va rentrer pour un besoin administratif, mais en fait le problème il sera numérique et pas administratif. Soit on va rentrer pour un besoin de loisir et on va être accompagné par des médiateurs qui vont, parce que ce sont des professionnels formés pour, nous suggérer d'autres usages, ou on va venir pour un proche et parce que son proche a un problème de santé, on va être formé. Donc c'est vraiment avoir un écosystème d'aidants qui est sensibilisé à la question et d'aller chercher les gens dans leur quotidien, là où ils en ont besoin, dans une démarche de formation numérique plus globale. Donc ça va être tout l'enjeu d'arriver à mobiliser ce réseau sur des choses très très diverses, de la santé jusqu'au loisir, dans les approches numériques, pour ne pas non plus être dans une posture à la fois d'aller vers et aussi de pouvoir réceptionner ces publics dans différents lieux et différentes situations. Oui, mais pour essayer de répondre concrètement à votre question, pour la personne qui a besoin épisodiquement du système de santé, qui n'est pas dans un parcours de soins, qui n'est pas dans une pathologie chronique, etc. D'abord, il y a une information qui est donnée par l'assurance maladie à tous les assurés sociaux. Donc, elle a déjà cette information-là. Alors après, on en fait ou on n'en fait pas. La deuxième voie d'information, c'est le professionnel de santé. D'abord, les convaincre eux, et ensuite qu'eux convainquent leur patientèle. Bon, là, il y a peut-être un défi, mais il est devant nous, on va le surmonter. Et enfin, comme vous dites, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le numérique n'est pas que du numérique en santé. La vie autour de nous est fondée sur le numérique. Donc, à un moment donné, cette personne-là, pour une raison X ou Y, aura besoin du numérique pour ses impôts, pour ses achats, pour bien d'autres choses. Et donc, forcément, qu'elle aura besoin d'être initiée et accompagnée à l'outil. On incorporera là-dedans, comme vous l'avez dit, effectivement, le volet santé. On sait très bien qu'on s'inscrit dans la durée, on va avoir des populations qui sont très éloignées du système, qui sont très éloignées de la participation à ce nouveau système. C'est aussi l'enjeu, me semble-t-il, des structures comme les nôtres, associatives, d'aller au plus près des gens qui sont en difficulté et de leur apporter ce soutien et cet accompagnement à utiliser un outil de la façon le plus ludique possible, le plus simple possible, mais pour que ça réponde effectivement à leurs attentes et à leurs besoins. Il y a peut-être simplement une toute dernière question à distance autour du store, d'avoir quelques éléments, un petit peu de calendrier sur le catalogue de services. Donc là, on commence à avoir des éditeurs qui sont dans le processus de référencement. Donc on espère pouvoir commencer à donner des référencements à l'été. Et puis, on devrait commencer par ouvrir une première étape du store avec les premières applications référencées, mais sans échange de données. Au début de l'été, si on a des applications qui sont référencées, parce qu'ils ont quand même un travail important pour être conformes en fait à tous les critères de référencement qu'on leur impose. Et puis ensuite, on va travailler aussi avec eux. On travaille techniquement avec une partie des éditeurs qui historiquement font partie d'un appel à candidature. En parallèle, on travaille avec eux sur les échanges de données afin de caler ça d'ici la fin du deuxième semestre. Donc on a mis en place un support utilisateur, c'est le 3422, donc qui répond à... Alors là, très clairement, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, l'essentiel des questions était sur les modalités d'activation du compte, parce qu'il faut activer le compte, ou d'opposition. Et on a permis aussi aux personnes qui souhaitaient s'opposer de pouvoir s'opposer par téléphone, pas par courrier papier, parce que c'est très compliqué à gérer. Donc soit ils le font en ligne, soit ils le font au 3422. Et puis maintenant, on commence à avoir de plus en plus d'appels sur la navigation dans le produit pour accompagner les utilisateurs. Donc on a un gros dispositif de support utilisateur téléphonique et formulaire aussi. Ils peuvent poser des questions via un formulaire.
j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Merci à tous.